Tom Swift et ses images parlantes par Victor Appleton. Chapitre I. Feu d'explosion. Entrant dans le laboratoire privé de Tom Swift depuis une pièce plus loin dans le couloir, Ned Newton, qui semblait quelque peu essoufflé, jeta un coup d'œil au jeune inventeur et demanda : « Est-ce que tu sembles arriver à quelque chose, Tom ? » Pendant un instant, il n'y eut aucune réponse. Tom, qui s'était penché sur un appareil complexe de fils, d'interrupteurs et d'ampoules radio qui brillaient faiblement, tournait lentement un cadran. Ned répéta sa question, ajoutant : « Quel problème semble-t-il y avoir ? » Inquiété, demanda Tom en regardant Ned avec des yeux qui ne le voyaient pas. « Il doit y avoir des ennuis, insista Ned, sinon tu aurais galopé ici sur une seule jambe quand je suis arrivé après avoir fait mes affaires là-bas, et il fit un signe de tête en direction de la pièce plus loin dans le couloir. Et si ? Tom Swift détourna le regard de l'appareil, qui ressemblait beaucoup à un récepteur radio, vers une feuille de métal brunie d'1 mètre carré suspendue devant lui et reliée à l'autre mécanisme par plusieurs fils. Cette feuille brunie semblait être constituée d'un miroir en métal recouvert d'un carré de verre épais. « Tu ne peux pas répondre ? » demanda Ned avec un petit rire. « Bon sang, j'ai certainement joué un peu de théâtre là-bas tout seul. Et j'aimerais savoir si je vous l'ai bien compris. Ai-je ? Je parie que j'ai fait cette chanson et dansé pour la 50e fois tout à l'heure. Allez, réveille-toi, est-ce que ça a réussi ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ? Je réfléchis, dit lentement Tom. Pas besoin d'interprète pour me dire ça. Et encore une fois Ned rit. Je peux le voir d'un demi-œil. Mais était-ce un succès ? Oui et non, répondit Tom en tournant un interrupteur qui semblait coupé du courant électrique, car aussitôt un léger bourdonnement qui avait été audible dans le laboratoire cessa. Oui et non. Tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'une partie l'a fait, mais le reste... Tom cessa de parler et se pencha sur son appareil. Il ajusta quelques vis de réglage, tourna quelques cadrans. Et changea 3 des tubes radio qui, maintenant que le courant était coupé, ne brillaient plus sous les revêtements de mercure sur le verre mince. « Veux-tu que j'y retourne et que je recommence ? » demanda Ned. « Je le veux bien, si vous le dites, » et il se dirigea vers la pièce qu'il venait de quitter, une pièce où, sous les rayons focalisés d'une batterie de lumière puissante et à proximité d'une boîte contenant un étrange assortiment de tubes et d'émetteurs, Ned avait réalisé sa « cascade », qui consistait à chanter et à danser sur une petite scène. Il a joué seul, il n'y avait pas d'autre public que celui lointain de Tom Swift dans son laboratoire à plusieurs centaines de mètres. « Attends une minute, Ned » appela brusquement Tom Swift, alors que son copain, qui était également le directeur financier de la Swift Construction Company, était sur le point de quitter la pièce. Je suppose que nous pourrions aussi bien appeler cela une journée de travail et arrêter. Une nuit de travail, tu veux dire, rétorqua Ned en désignant la fenêtre qui reflétait l'obscurité dehors. Il doit être midi passé. Je suppose que oui, a admis le jeune inventeur, un peu las. Je n'ai pas remarqué. C'est dommage de te retenir si longtemps, Ned. Oh, ça ne me dérange pas.
dit l'autre rapidement. Pas tant que ce sera un succès. Mais est-ce le cas? Tom Swift hésita, regarda la machine compliquée devant lui et secoua lentement la tête. Franchement, Ned, je ne peux pas le dire, a-t-il admis. Vous avez réussi dans une certaine mesure. Bien sûr, je vous ai entendu assez clairement à la radio, cette partie est assez simple. Mais votre image était trop floue pour être satisfaisante. Mais ça arrive. Je vais le faire venir. Et Tom, malgré sa lassitude, montrait un certain esprit combatif dans sa voix et ses manières. Pourriez-vous m'identifier là-bas? Et Ned montra ce miroir en métal bruni avec son revêtement de verre au bord inférieur duquel étaient fusionnés plusieurs fils. Oh, oui, je savais que c'était toi, Ned, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, l'image projetée était trop visionnaire. Il ne ressortait pas clairement et avec la profondeur que je souhaitais. C'était comme une image animée lorsque l'homme dans la cabine s'endort au travail et que le projecteur devient flou. Je suis plutôt déçu. Cela ne me dérange pas de revenir en arrière et de refaire ma cascade, même pour la 51e représentation, proposa Ned avec enthousiasme. Je me fiche de l'heure qu'il est. Hélène ne m'attendra pas maintenant. Avez-vous eu des fiançailles? Demanda Tom en regardant son ami d'un air aigu. Et je t'ai gardé ici pour faire un numéro de chant et de danse la moitié de la nuit quand Hélène t'attendait. C'est dommage. Si j'avais su. Gardez vos cheveux, rigola Ned. Je n'avais pas vraiment de rendez-vous avec Hélène. J'ai dit que je pourrais passer par ici s'il n'y avait rien à faire ici. Mais elle vous connaît suffisamment bien pour prévoir des interventions d'urgence et ce n'était que cela. Oui. C'est une urgence, répondit lentement Tom. Mais j'y renoncerai pour la nuit. Cela ne sert à rien de te retenir plus longtemps, Ned. Rentrez chez vous et je réessayerai demain avec une longueur d'onde différente. Je pense que c'est là que réside la difficulté. Nous y reviendrons demain matin. Très bien, acquiesça Ned Newton, et il ne put cacher dans sa voix une petite note de satisfaction et de soulagement. À vrai dire, il était un peu fatigué. Depuis plusieurs semaines maintenant, il aidait Tom Swift sur la nouvelle idée de ce dernier, une invention, déclarait Tom, qui serait la plus grande jamais enregistrée et qui tendrait à révolutionner les industries de la radio et du cinéma. C'était un projet audacieux que Tom avait conçu, fabriquer une machine radio, à la fois émettrice et réceptrice, qui permettrait à une personne ou à un nombre quelconque de personnes non seulement d'entendre un spectacle à distance dans leur propre maison, mais également de voir ceux qui y participent. Je ferai en sorte qu'il soit possible, a déclaré Tom Swift, à un homme de s'asseoir dans son fauteuil, de fumer un cigare dans sa bibliothèque, en tournant un interrupteur, non seulement d'entendre le dernier opéra mais aussi de voir chaque artiste et assister à toute la pièce. Lorsque Ned avait demandé comment la vision apparaîtrait à l'homme, Tom avait répondu, sur un écran électrifié fixé à son récepteur radio grâce auquel il écoute les chansons et la musique. Comme Tom l'a dit, le problème de la transmission d'un opéra entier par voie aérienne était assez simple. Cela avait été fait à plusieurs reprises. Il en était de même pour la transmission de photographies par radio.
En outre, de manière limitée, la télévision a permis à une personne se trouvant dans une pièce sombre d'être visible par des spectateurs se trouvant dans un autre appartement à une certaine distance. Mais je vais combiner les deux, a déclaré Tom Swift. Je veux permettre une performance synchronisée de la vue et de l'audition. Ainsi, lorsqu'un théâtre est équipé de mon appareil émetteur et que j'ai perfectionné mon récepteur, il n'est jamais nécessaire de sortir de la maison pour profiter d'une représentation théâtrale ou d'un concert. Mais même si vous réussissez, vous ne gagnerez pas d'argent, a déclaré Ned Newton après avoir entendu parler pour la première fois des ambitions de son copain. Regardez les gens de la radio. L'air est gratuit. Quiconque le souhaite peut se connecter et écouter un concert d'1 million de dollars sans payer un centime. Ils n'ont même pas besoin d'acheter un type particulier de récepteur, ils peuvent rouler leur propre, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui les empêche de voler vos affaires, vos? Comment appelez-vous ça, de toute façon? Je n'ai pas encore choisi de nom, a déclaré Tom avec un sourire. Appelez ça des images parlantes pour le moment. Bien sûr, c'est totalement différent des images animées avec un phonographe. Eh bien, qu'est-ce qui empêche quiconque d'écouter vos images parlantes, demanda Ned. Ceci, répondit Tom en désignant un petit tube sur un côté de l'appareil de réception. C'est un nouvel appareil. Sans cela personne ne peut voir et entendre mes images qui parleront. Ceci est protégé par des brevets et personne ne peut l'utiliser sans ma permission. C'est le secret. Eh bien, peut-être que tu as quelque chose là-dedans, a admis Ned. Ainsi, au cours des derniers mois, il avait aidé Tom Swift à amener le nouvel appareil à la perfection tel qu'il l'était actuellement. La représentation de cette soirée n'était qu'une parmi tant d'autres. Au début, il n'y avait eu qu'un échec total. Mais en utilisant différents types d'écrans de réception, pour finalement se contenter d'un miroir recouvert de verre électrifié, Tom avait obtenu une certaine réussite. Pourtant, même aujourd'hui, l'image projetée de l'artiste chantant ou parlant dans une pièce éloignée était trop sombre pour connaître un succès commercial. Nous y reviendrons demain, dit Tom à son copain en le laissant sortir du laboratoire et en verrouillant la porte derrière lui. C'est la chose la plus grande que j'ai jamais tentée, se dit-il, lorsque Ned fut parti et qu'il fut seul dans la pièce, la plus grande, et je ne vais pas me la faire voler. Personne ne se doute encore de ce sur quoi je travaille, personne sauf papa et Ned. Mais j'aurais aimé être plus proche du succès. Je pensais que l'image serait claire ce soir, mais il y avait cette même brume. Je me demande, il fit une pause et écouta attentivement. Devant sa porte, il entendit des pas prudents. C'est toi, Ned, il a appelé. Quelque chose ne va pas? Tom n'a pas ouvert la porte, il ne prenait aucun risque. C'est toi, Ned? Demanda-t-il encore, plus brusquement. Non, monsieur Swift, répondit une voix avec un accent étranger. Je viens de quitter mon propre laboratoire. Je pense avoir perfectionné le nouveau changement de vitesse magnétique sur lequel nous travaillons. C'est bien, répondit Tom. Il reconnut la voix de Jacob Greenbaum,
un inventeur intelligent qu'il avait récemment engagé pour travailler sur certaines lignes secondaires qui occupaient l'usine Swift. Tom a eu l'idée d'un nouveau dispositif destiné à faciliter le changement de vitesse sur les automobiles. Il s'agissait d'une adaptation de l'ancienne sélection magnétique qui a souvent été tentée et qui, jusqu'à présent, n'avait pas abouti. Voulez-vous y jeter un œil ? Demanda Greenbaum, et à la proximité de la voix, Tom sut que l'homme se trouvait juste devant la porte verrouillée. Non, merci, Greenbaum, pas maintenant, répondit le jeune inventeur. Je suis occupé à autre chose. Je te verrai demain matin. Vous travaillez tard, monsieur Swift, poursuivit l'homme. Puis-je vous être utile ? Je devrais être heureux. Non, merci, dit Tom. Quant au retard, vous faites vous-même un peu d'heures supplémentaires. Oh oui, mais je m'en fiche. Je pense que je suis sur la bonne voie. Si vous pouviez jeter un œil. Non, pas maintenant, et la voix de Tom était un peu aiguë. Je suis occupé. Bonne nuit. Il n'y eut pas de réponse pendant un moment, puis vint un court message, bonne nuit. Greenbaum, cependant, ne s'éloigna pas immédiatement de la porte et un air d'agacement passa sur le visage de Tom alors qu'il se penchait sur son appareil secret. Pourquoi traîne-t-il ici, pensa Tom. Je me demande s'il peut être un espion. 2 ou 3 fois, je l'ai surpris en train de rôder dans mon laboratoire privé. Mais il ne peut pas entrer depuis que j'ai mis le nouveau cadenas, et je sais qu'il n'a pas même mis le nez dedans pendant toutes les fois où j'ai été ici pour expérimenter. Pourtant, je me demande. Il était sur le point d'appeler, de dire à l'homme de s'éloigner quand des pas se firent entendre dans le couloir et vers la porte extérieure du petit magasin où se déroulaient la plupart des travaux expérimentaux. Bon débarras, murmura Tom Swift. Je ne veux pas être injuste envers un bon ouvrier, et Greenbaum et tout cela, mais je dois avouer que je n'aime pas la façon dont il traîne autour de moi. Dès qu'il aura terminé ce changement de vitesse magnétique, je le paierai bien et je le laisserai partir. Voyons maintenant si je peux imaginer une autre façon de procéder. Peut-être que si je connectais le distributeur d'ondes au sélecteur vibrant plutôt qu'au polariseur, nous aurions une meilleure vision. Je vais essayer ça et je demanderai à Ned de jouer à nouveau demain. Maintenant, je vais vérifier que mes connexions filaires sont bonnes et ensuite je pense que je vais me coucher. Je suis fatigué. Tom passa peut-être encore une demi-heure à préparer les choses pour de nouvelles expériences, après s'être assuré que tout ce qui concernait son secret était mis hors de vue d'éventuels regards indiscrets. Le jeune inventeur se dirigea vers la porte. Il inspecta la nouvelle serrure à combinaison qu'il avait mise, notant qu'elle était correctement réglée, puis ouvrit la porte pour sortir. Le laboratoire expérimental n'était qu'à quelques pas de la maison de Tom, l'arrière de l'usine de Swift Construction étant à une certaine distance. Alors que Tom ouvrait la porte, il y eut un déclic, suivi immédiatement par un éclair aveuglant de feu explosif. Puis une sourde explosion secoua le bâtiment. Tom n'avait aucune chance de reculer. La force de l'explosion l'a projeté en avant,
à travers le couloir et à travers une fenêtre grillagée dans la cour. Il tomba lourdement, poussa un cri inarticulé, puis parut s'enfoncer dans un gouffre d'une obscurité dense. Voir chapitre 2, Ned disparaît. Lisez plus de livres gratuits sur globalread.org. Like, share and subscribe.